Donc maintenant, normalement, vous voyez l'écran. Oui. Vous voyez, donc on va passer maintenant au volet thérapeutique de la tuberculose et donc le traitement de la tuberculose. En fait, l'objectif du traitement, c'est premièrement guérir le patient. Deuxièmement, c'est prévenir les chutes. Et troisièmement, c'est rompre la chaîne de transmission de la maladie. Pour cela, nous avons à notre disposition ce qu'on appelle les antituberculeux. On a dit que la tuberculose est une bactérie. Donc, ce sont des antibiotiques, mais qui agissent de façon spécifique contre le bacille de Koch. Ces antituberculeux sont représentés premièrement par l'isoniazide, qu'on donne à la dose de 5 mg par kilo par jour. Il est doté d'effets secondaires représentés par la toxicité hépatique, une polynévrite périphérique, des troubles psychiques, une intolérance digestive et des réactions allergiques. Ce sont des comprimés qui sont dosés à 100 mg. Donc, isoniazide, il est donné à la dose de 5 mg par kilo par jour et ce sont des comprimés à 100 mg. Le deuxième antituberculeux, c'est la rifampicine. Il est donné à la dose de 10 mg par kilo par jour. Il est à l'origine d'une coloration orangée des urines, et ce n'est pas uniquement les urines, mais c'est une coloration orangée des sécrétions, une coloration orangée des larmes, par exemple. Et les effets secondaires de la rifampicine, c'est essentiellement une toxicité hépatique et des réactions allergiques. Et la rifampicine, ce sont plutôt des gélules qui sont dosées à 300 mg. C'est le seul antituberculeux sous forme de gélules. Pourquoi c'est important de vous dire que ce sont des gélules? Parce qu'une gélule, on ne peut pas la diviser en deux. Par contre, un comprimé, on peut le diviser en deux. Et par conséquent, par exemple, la rifampicine, on ne peut pas donner 2 comprimés et demi de rifampicine. Le troisième antituberculeux, c'est la pyrazinamide. Elle est dosée à 500 mg et elle est donnée à la dose de 25 mg par kilo par jour. Elle est souvent à l'origine d'une hyperuricémie asymptomatique et les effets secondaires sont essentiellement une toxicité hépatique et une intolérance digestive. Vous voyez que les 3 antituberculeux qui entraînent une toxicité hépatique sont essentiellement la pyrazinamide, la rifampicine et l'isoniazide. Pour l'éthambutol, il est donné à la dose de 15 à 20 mg par kilo par jour. Ce sont des comprimés également à 400 mg. Et les effets secondaires de l'éthambutol, c'est essentiellement le risque de névrite optique rétrobulbaire. Vous voyez, l'éthambutol, ça commence par E et l'effet secondaire, c'est œil. C'est le risque de névrite optique rétrobulbaire. Pour la streptomycine, c'est un aminoside. Et l'aminoside, vous savez, ça se donne essentiellement par voie injectable. Il est donné à la dose de 15 mg par kilo par jour. Ce sont des ampoules injectables. Et les effets secondaires, ce sont les effets secondaires de l'aminoside, des aminosides d'une façon générale, c'est-à-dire la toxicité rénale et la toxicité cochléo-vestibulaire. Donc, il y a également, on peut prendre tous ces médicaments, chaque médicament à part, ce qu'on appelle le traitement dissocié. Mais également, il y a des médicaments, donc des formes de médicaments, ce qu'on appelle les associations à dose fixe. Je vous donne un exemple. Un patient qui pèse 60 kg, si on va appliquer ces dosages, il a besoin de 2 gélules de rifampicine, de 3 comprimés d'isoniazide, de 3 comprimés d'éthambutol et de 3 comprimés de pyrazinamide. Et donc, il doit prendre 11 comprimés par jour. C'est beaucoup. D'où l'intérêt des associations à dose fixe.
Et donc, l'intérêt de ces associations à dose fixe, c'est qu'on va améliorer l'observance du traitement. Il n'aura besoin de prendre que 3 à 4 comprimés. Et donc, on a des associations à dose fixe, c'est RH, c'est-à-dire association rifampicine plus isoniazide, ou bien des associations, ce qu'on appelle la quadrithérapie, c'est-à-dire la rifampicine plus pyrazinamide plus isoniazide plus ethambutol. Et pour les posologies de traitement, vous voyez ici, c'est en fonction du poids. Retenez essentiellement ces 3 derniers chiffres. Entre 40 et 55 kg, le sujet a besoin de 3 comprimés d'association fixe, et supérieur à 55 kg, il aura besoin de 4 comprimés. Vous avez vu également que ces médicaments possèdent une toxicité, d'où l'intérêt de réaliser un bilan préthérapeutique. Ce bilan préthérapeutique comporte une numération en formule sanguine, NFS, une créatininémie, un bilan hépatique, une uricémie, un examen ORL avec audiogramme si on va prescrire de la streptomycine, et un examen ophtalmologique avec champ visuel et vision des couleurs si on va prescrire l'éthambutol. Et donc, ces différents médicaments seront prescrits selon un protocole bien déterminé. Ce protocole consiste en une polychimiothérapie. Pourquoi il faut une polychimiothérapie? C'est-à-dire qu'il faut associer plusieurs antituberculeux pour éviter l'émergence de mi-temps résistants. Il faut également que le traitement soit administré à jeun, en prise unique. Pourquoi en prise unique? À jeun pour ne pas interférer bien sûr avec le bol alimentaire. Pourquoi en prise unique? Parce qu'on a vu que le temps de division du BK il est de 20 heures. Et donc, généralement, une prise unique est suffisante pour pouvoir agir sur la multiplication du BK. Et en plus, il y a également une autre règle dans ce protocole thérapeutique, c'est une durée prolongée. Pourquoi une durée prolongée? Parce qu'on a vu donc que le BK, il va entrer dans l'organisme, il va être en intracellulaire, en extracellulaire, en intramacrophagique, et donc il peut être quiescent également à l'intérieur des cellules immunitaires, d'où l'intérêt de prolonger le traitement pour éradiquer de façon complète le BK. En tout cas, le protocole préconisé, c'est, comme vous voyez sur ce schéma, on va utiliser l'isoniazide, la rifampicine, le pyrazinamide et l'éthambutol, et ça sera une quadrithérapie pendant les 2 premiers mois, puis une bithérapie pendant 4 mois. C'est ça donc le protocole. Une quadrithérapie, c'est-à-dire 4 antituberculeux représentés par l'isoniazide, la rifampicine, la pyrazinamide et l'éthambutol pendant les 2 premiers mois. Puis on va continuer le traitement par 2 antituberculeux qui sont la rifampicine et l'isoniazide pendant encore 4 mois. Ça, c'est le protocole préconisé par le Programme national de lutte contre la tuberculose de la tuberculose. Donc, de la tuberculose, c'est quadrithérapie, puis une bithérapie. Pour la femme enceinte, c'est le même protocole. C'est 2 RHZE plus 4 RH. Pourquoi, d'ailleurs, la streptomycine, elle est contre-indiquée chez la femme enceinte. Et les aminosides sont contre-indiqués chez les femmes enceintes. Insuffisance rénale, c'est le protocole 2 HRZE plus 4 HR, mais il faut ajuster les doses d'éthambutol et de pyrazinamide qui ont une élimination essentiellement rénale. Dans la suffisance hépatique, on a plusieurs protocoles possibles. On peut soit donner 9 RHRE ou bien 2 HRES plus 6 HR. En tout cas, en cas d'insuffisance hépatique, il y a un médicament qui est contre-indiqué, qui est le plus hépatotoxique, vous voyez, c'est le pyrazinamide. On ne doit pas donner le pyrazinamide parce qu'il est très hépatotoxique. Donc, on a 2 choix. Soit on va donner 9 mois de traitement par l'isoniazide, la rifampicine et l'éthambutol, ou bien on va donner
le même protocole qu'avant, mais en remplaçant la pyrazinamide par la streptomycine et en prolongeant le traitement pendant 8 mois. En cas de rechute de tuberculose pulmonaire, dans ce cas, on va refaire le même protocole, mais tout simplement, on va prolonger le traitement. Au lieu de 6 mois, on va faire 8 mois. Toujours une quadrithérapie pendant 2 mois, puis une bithérapie pendant 6 mois. On a dit que les médicaments donc, antituberculeux sont pourvoyeurs d'effets secondaires, sont pourvoyeurs de toxicité qu'il faut rechercher tout au long du suivi, mais également qu'il faut traiter, si possible, traiter. Et ce traitement, ça peut aller jusqu'à l'arrêt du traitement responsable. Et donc, vous voyez ce tableau qui résume la prise en charge des effets indésirables des antituberculeux. En fait, si on est devant des effets indésirables majeurs, dans ce cas, il faut arrêter le traitement en cause, le médicament en cause, et orienter vers une consultation de toute urgence. Si on est devant un effet indésirable mineur, dans ce cas, on va donc suivre notre patient et faire les mesures nécessaires. Je prends un exemple. Un effet secondaire majeur, par exemple, c'est le fait, par exemple, qu'il ait une hépatotoxicité majeure, une hépatite médicamenteuse. Ça entraîne, on doit arrêter les médicaments antituberculeux pouvant être responsables et on va rechercher le médicament responsable. On va introduire un par un les médicaments antituberculeux. Et dans ce cas, on ne va pas céder du traitement combiné, mais plutôt du traitement dissocié. On va introduire le traitement antituberculeux un par un. On va voir quelques exemples d'effets secondaires majeurs. Éruption cutanée avec ou sans prurite. Les médicaments pouvant être responsables, c'est la streptomycine, c'est l'isoniazide, c'est la rifampicine et c'est le pyrazinamide. Et dans ce cas, il faut arrêter les antituberculeux. Si on est devant une hypoacousie qui s'installe, le médicament qui en est responsable, c'est la streptomycine. Et dans ce cas, il faut arrêter la streptomycine. Il peut y avoir également des vertiges, un nystagmus, c'est la même chose, c'est une atteinte cochléo-vestibulaire. Et donc, c'est la streptomycine qu'il faut arrêter. Si le patient, par exemple, il a un ictère avec une hépatite toxique, on a dit les 3 médicaments antituberculeux les plus hépatotoxiques, c'est le pyrazinamide, c'est la rifampicine et l'isoniazide. Dans ce cas, il faut arrêter ces antituberculeux. Confusion, également, arrêter les antituberculeux. C'est généralement tous les antituberculeux qui peuvent entraîner ça. Les troubles visuels, c'est les thambutols. Donc, il faut arrêter les thambutols. Si on est devant une fièvre isolée, un syndrome pseudogrippal, une thrombopénie, un purpura, une insuffisance rénale aiguë, un état de choc, ce sont des phénomènes de réaction allergique. C'est essentiellement la rifampicine, et dans ce cas, il faut l'arrêter. Si on est devant une insuffisance rénale, c'est essentiellement la streptomycine, et donc il faut arrêter ce médicament. Par contre, si on est devant un effet indésirable mineur, dans ce cas, il faut poursuivre l'administration des antituberculeux, vérifier la posologie, parfois même donner un traitement symptomatique. Si on est devant un patient qui présente une anorexie, nausée, vomi, douleur abdominale, on a demandé un bilan hépatique et le bilan hépatique il est normal, il n'y a pas de cytolyse hépatique. Dans ce cas, on va continuer le traitement. Et ces effets secondaires peuvent disparaître tout au long, donc au fil du temps. Des douleurs articulaires, on a dit c'est essentiellement la pyrazinamide. Donc, ça peut entraîner comme une crise de goutte. Vous avez vu que la pyrazinamide, elle entraîne une augmentation de l'uricémie. Et donc, ça peut entraîner des douleurs articulaires. Si on a des douleurs articulaires, si on a même une augmentation de l'uricémie, on ne va pas arrêter le pyrazinamide, mais plutôt, on va le surveiller notre patient. Parfois, on va lui donner un traitement symptomatique
à type d'aspirine ou d'anti-inflammatoire non stéroïdien ou bien de la paracétamol et on va suivre notre patient. S'il y a vraiment des signes de brûlure, d'engourdissement ou de fourmillement dans les mains ou dans les pieds, on a dit un médicament qui peut entraîner des troubles, une névrite périphérique, c'est l'isoniazide. Et c'est essentiellement cette polynévrite, elle est due à une carence en vitamine B6. Et dans ce cas, on va donner la vitamine B6, c'est la pyridoxine à la dose de 50 à 75 mg chaque jour. Donc, retenez, en cas d'effet indésirable majeur, il faut arrêter le médicament responsable. En cas d'effet indésirable mineur, on va continuer le traitement et on va donner un traitement symptomatique. À côté de ce traitement pharmacologique, il y a d'autres mesures complémentaires qui sont nécessaires. Premièrement, il faut isoler le patient. Isoler le patient s'il est bacillifère. Donc, il faut l'hospitaliser dans une structure dédiée. Une fois, généralement, on donne un arrêt du travail pendant 1 à 2 mois, une prise en charge des tares associées, un traitement symptomatique de la dyspnée, de l'hémoptysie, également la déclaration obligatoire. C'est quoi cette déclaration obligatoire? La tuberculose, c'est une maladie à déclaration obligatoire, c'est-à-dire on va déclarer le cas, le patient, auprès des instances sanitaires. Cette déclaration a un double but. Premièrement, un but épidémiologique pour pouvoir recenser le cas survenu dans le pays et également un but préventif. Pourquoi? Si on a un cas positif, le but de cette déclaration, c'est d'entamer une enquête auprès de l'entourage à la recherche du contaminant et des éventuels contaminés. Également, la tuberculose, voilà, le sujet tuberculeux ayant une tuberculose va bénéficier de la gratuité des soins. Et donc, tous les soins, tous les médicaments, toutes les analyses seront donnés de façon fortuite, de façon gratuite à l'hôpital. C'est comme le Covid. Le Covid, c'est une maladie à déclaration obligatoire. Et vous voyez que dans chaque jour, on a des chiffres de cas recensés, de cas de décès. Et également, le Covid, c'est une maladie gratuite. Quelqu'un qui se fait faire donc un prélèvement, par exemple, qui se fait faire hospitaliser pour un problème de Covid dans un hôpital, il ne paie rien. C'est une maladie à prise en charge gratuite. Pour les examens de suivi, ce sont les frottis d'expectoration, c'est-à-dire les recherches de BK, à 2 mois, 4 mois et 6 mois. On va demander également des examens biologiques en fonction du traitement institué et des éventuels effets indésirables. Et il faut insister sur l'observance du traitement, c'est-à-dire ce qu'on appelle le traitement sous observance directe. Et donc, c'est garantir que le personnel soignant dispense des soins adéquats et repérer toute interruption du traitement et s'assurer que le patient prend régulièrement son traitement. Au cours de l'hospitalisation, toujours, il faut charger donc un personnel pour s'assurer que le patient prend correctement son traitement. Et par exemple, à domicile, il faut également charger un membre de la famille pour s'assurer que le malade prend correctement son traitement. C'est ce qu'on appelle la stratégie DOT, bien TOD, c'est le traitement sous observation directe. L'évolution, elle est habituellement favorable. Et généralement, on aura une amélioration de la température vers 10, une reprise de l'appétit et du poids. Et généralement, au bout de quelques jours, le sujet va ressentir une amélioration de son état général, une amélioration de son appétit. Les frottis deviennent négatifs au bout de 3 à 4 semaines. Et généralement, au bout de 3 à 4 semaines, le sujet n'aura plus de BK dans les expectorations. La guérison, elle est obtenue dans 98% des cas si le traitement il est correctement pris. Et la guérison est obtenue si on a un nettoyage ou une stabilité des lésions radiologiques avec une négativité de la bacilloscopie à l'examen direct et à la culture à la fin du 6e mois d'un traitement bien conduit. Donc c'est ça les critères de guérison. Il faut s'assurer que le patient avait pris
le traitement de façon correcte pendant la durée nécessaire, généralement 6 mois. Et sur le plan radiologique, on a une stabilité des lésions, ou bien voir un nettoyage radiologique et bien sûr des frottis qui sont négatifs. En fait, la tuberculose expose à des complications et les complications sont volontiers observées en cas de traitement mal conduit, en cas de résistance bactérienne. Cette résistance bactérienne elle est peu fréquente en Tunisie et dans les formes plus tardivement. Les complications, ça peut être une extension de la maladie, soit une dissémination bronchogène, et ça peut évoluer vers ce qu'on appelle la bronchopneumonie, comme on a vu, c'est une forme de dissémination bronchogène de la maladie. C'est le BK qui va disséminer dans tout l'arbre bronchique. Ça peut être également une dissémination hématogène, c'est la miliaire. Ça peut être également une dissémination pleurale. L'évolution peut évoluer vers l'insuffisance respiratoire aiguë, voire même chronique. La survenue de pneumothorax, de pleurésie, parfois même une hémoptysie menaçante, et également l'amylose qui est exceptionnelle actuellement. Les séquelles, c'est essentiellement la dilatation des bronches qui peut se manifester par une hémoptysie, des infections à répétition. Ça peut évoluer également, comme je vous ai dit, donc vers l'insuffisance respiratoire chronique. Peut avoir également une cavité résiduelle qui peut faire le lit de surinfection, voire même de greffe aspergillaire. Et cette cavité résiduelle peut faire également le lit de cancer sur séquelles. Et donc, vous voyez quelqu'un qui a fait une tuberculose et qui, quelques années plus tard, va développer une hémoptysie. Quelles sont les causes possibles de cette hémoptysie? Cancer bronchopulmonaire. Oui, cancer bronchopulmonaire, oui. Ça peut être une dilatation de bronche. Tout d'abord, ça peut être une récidive de la maladie. Deuxièmement, ça peut être une dilatation de bronche. Ça peut être un aspergillome. Donc, l'aspergillome, ça peut entraîner également une hémoptysie, comme ça peut être également un cancer. Ça peut être également une bronchiolithiase. C'est ça les 5 causes d'hémoptysie chez un ancien tuberculeux. Premièrement, la dilatation de bronche. Premièrement, la réactivation de la tuberculose. Deuxièmement, la dilatation de bronche. Troisièmement, la greffe aspergillaire. Quatrièmement, c'est le cancer. Et cinquièmement, c'est la bronchiolithiase. Passons maintenant au volet préventif et la prévention. C'est le dépistage et le traitement précoce de la tuberculose maladie pour éviter donc l'évolution vers les complications et pour diminuer, pour rompre la chaîne de transmission de la maladie, pour que le sujet ne dissémine pas d'autres personnes. C'est la vaccination par le BCG des sujets non infectés. Et actuellement, donc, vous savez, le BCG, c'est un vaccin qui est fabriqué à partir de Mycobacterium bovis, c'est le bacille de Calmette et Guérin. Et c'est une vaccination qui est obligatoire en Tunisie pour tous les nourrissons. Et l'intérêt de la vaccination par le BCG, c'est qu'elle prévient essentiellement contre les formes graves, c'est-à-dire la méningite tuberculeuse et la miliaire tuberculeuse. C'est ça vraiment, quelqu'un qui est vacciné par le BCG, ça ne prévient pas contre la tuberculose, mais ça prévient essentiellement les formes graves de tuberculose, bien sûr, mais ça diminue également la tuberculose. Mais elle ne la diminue, elle ne rend pas la possibilité de tuberculose nulle. La chimioprophylaxie primaire, ce sont des sujets non vaccinés en contact avec un sujet bacillifère. Et la chimioprophylaxie secondaire en cas de primo-infection tuberculeuse. Donc, quelqu'un qui a une primo-infection tuberculeuse, même qui est latente, dans ce cas, on va donner un traitement. Et donc, on a vu que dans la primo-infection tuberculeuse latente, on va donner un traitement pendant 2 mois. Si on a une primo-infection patente, le traitement sera le même que la tuberculose pulmonaire commune, c'est-à-dire une quadrithérapie pendant 2 mois, puis une bithérapie pendant 4 mois. C'est clair?